Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'un exemple qui permet peut-être de relativiser sur ce que certains prétendent, affirment, sur la souveraineté ou l'intégrité d'une nation. Alors évidemment, dans l'instant présent, lorsqu'on est citoyen d'un pays, tout ce qu'on souhaite, c'est que ce pays, nous puissions y vivre avec notre culture, avec nos principes, avec nos valeurs, avec notre histoire, et surtout dans des frontières bien définies, que l'on appelle les frontières souveraines. Le problème, c'est que beaucoup de gens considèrent comme acquis le fait que ce que nous sommes aujourd'hui en tant que nation est forcément éternel. Alors qu'en réalité, au contraire, si on se tourne vers l'histoire, on se rend compte que notre nation n'a jamais été véritablement ce qu'elle a été aujourd'hui par le passé. Par le passé, elle était plus petite ou plus grande. Par le passé, elle a été une république, une démocratie, comme elle a été une monarchie, un royaume, un empire. Pourquoi je vous parle de cela? Tout simplement parce que vous avez sans doute entendu parler ou entendu dire, par exemple, que l'Ukraine est souveraine, que la Crimée a toujours été ukrainienne, que l'Ukraine, c'est l'Ukraine des Ukrainiens. Or, je vous ai déjà montré cette petite vidéo qui fait l'historique un petit peu de la région et on se rend compte que l'Ukraine en tant que pays, en tant que nation, définie avec une frontière, est assez jeune. Elle date du fin du 19e siècle. Ce qui fait que ce qui s'est passé avant dans ces contrées, force est de constater que ça déjà apporte de l'eau au moulin sur le problème des cultures, le fait que l'Ukraine s'est accommodée d'une multitude de cultures pour constituer une nation, mais cette nation, elle s'est renforcée pas de façon naturelle, elle s'est renforcée de façon, on va dire, sous le coup de la faucille et du marteau. À l'image de la France. La France, très souvent, beaucoup de gens oublient quelque chose d'essentiel pour leur compréhension du monde. C'est qu'ils sont et qu'ils font partie de cette entité de nation particulière. Pourquoi? Comme je vous l'avais déjà expliqué, je vais vous le réexpliquer pour que vous compreniez bien. La France, c'est un pays où le principe est que vous êtes un peuple unique et indivisible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, quelle que soit la région où vous naissez, quelles que soient vos origines, qu'elles soient françaises ou étrangères, sur 2, 3, 4, 10, 20 générations, vous êtes, à partir du moment où vous déclarez à l'état civil, un citoyen français. Un citoyen français qui n'a absolument aucune différenciation par rapport à un autre Français né en Bretagne, en Corse, au Pays Basque, en Provence, en Dordogne, en Bourgogne, en Alsace, en Lorraine, dans le Nord. Vous êtes, au vu et au sein de la République, des citoyens français, sans aucune distinction. Après, dans le milieu privé, dans le milieu familial, que vous-même participiez ou vous associez à des groupes ou à des communautés parce que vos origines, vous ne les reniez pas. Ce qui fait qu'en France, par exemple à Paris, sur plusieurs siècles, nous avons eu des migrations de certains Français de certaines régions, mais qui aussi importaient aussi leur culture régionale. Mais, aux yeux de la République, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs traditions, quelles que soient leurs mœurs,
ils sont assujettis à être des citoyens français, sans aucune distinction. Ce qui évidemment aujourd'hui pose un peu problème. Pourquoi? Parce que si les vagues migratoires intra-européennes que la France a connues au XVIIIe, XIXe siècle, surtout à partir du XIXe siècle, parce que je rappelle quand même que quand certains vous disent que la France a toujours été une terre d'accueil dans toute son histoire, non, c'est faux. La France a été une terre d'accueil qu'à partir du milieu du XIXe siècle, c'est-à-dire en concordance avec le plein emploi que pouvait susciter l'arrivée de la révolution industrielle. Mais quel que soit, si des Italiens, des Portugais, des Espagnols, des Polonais, des Bulgares, des Hongrois, des Roumains sont arrivés en France, ils sont restés, ils ont fait grandir leurs enfants, et eux-mêmes leurs enfants ont fait grandir leurs enfants, même si leur nom de famille leur rappelle leurs origines, ils sont avant tout français. Ils sont français, alors évidemment ils essaient évidemment de parfois renouer avec leurs racines, mais avant tout leur comportement, leurs attitudes, leur état d'esprit sont français. Ils aiment la France. Ils sont contents et heureux d'être français, sans en renier, je rappelle, leurs racines. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de certains enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants, de certaines racines où ceux-ci ont parfois tendance à privilégier plutôt l'origine de leur famille plutôt que leur nationalité de naissance. Mais ça, c'est un autre débat. Revenons au sujet auquel je voudrais vous sensibiliser. Donc, comme vous le savez, vous avez entendu, la Crimée est ukrainienne. En réalité, non. La Crimée a été indépendante, a été la possession de différentes tribus, a eu une influence de la part des Tatars, mais finalement c'est en milieu du XVIIIe siècle que les Russes s'en ont emparés, et la Crimée est devenue russe. Je rappelle, la Crimée a simplement été ukrainienne parce que lors d'une soirée de beuverie, le premier secrétaire du Parti communiste soviétique de l'époque, qui était Nikita Khrouchtchev, a décidé, lui-même ukrainien, de tout simplement donner la Crimée à l'Ukraine. Mais historiquement, ethniquement, culturellement, la Crimée est ukrainienne par un concours de circonstances, mais n'est pas dans les racines de l'Ukraine. Donc, comme je vous l'ai dit, l'Ukraine, c'est une jeune nation, qui plus est une jeune nation indépendante que depuis 1991, même si elle a eu quelques années, une période, à partir de 1917, je crois, où elle a essayé de s'émanciper en se créant une république communiste ou soviétique, je ne sais plus exactement la terminologie, mais ça n'a duré que quelques années, puisque les bolcheviks ont fini par mettre la main dessus très rapidement. Donc l'Ukraine en tant que telle, en tant que nation souveraine, indépendante, est une jeune nation, contemporaine. Mais le problème, et c'est là que je vais vous donner cet outil de comparaison, je fais partie de ces gens qui ont connu un pays, plusieurs pays d'ailleurs, qui aujourd'hui n'existent plus. Le premier, et non des moindres, s'appelait la Yougoslavie. Historiquement, la Yougoslavie, elle est légèrement plus jeune que l'Ukraine, si l'on considère que les premiers éléments d'indépendance, de nation de l'Ukraine, même si l'Ukraine est bien née au début du XXe siècle dans des frontières, même avant, au milieu du XIXe siècle, mais, je vous dis, avec des situations politiques, géopolitiques un petit peu compliquées. La Yougoslavie, elle est née d'une sorte d'alliance, si ma mémoire est bonne, entre les Serbes, les Croates, les Slovaques, et puis un quatrième, je ne sais plus si c'est les Bosniaques. Bref. Et qui en 1918 a donné naissance à la Yougoslavie. La Yougoslavie qui, je crois, en serbo-croate, veut dire les Slaves du Sud, quelque chose comme ça. Et au fil des événements, au fil des
fois des jours heureux, des jours de paix, comme des drames au fil de l'histoire, la Yougoslavie a finalement été un pays dans lequel s'incrémentaient à la fois donc les Serbes, les Croates, les Bosniaques, la Moldavie, le Monténégro et, je crois, aussi la Macédoine du Nord. Je vais peut-être me tromper en disant qu'il y avait une partie de l'Albanie, mais peu importe. Peu importe parce que la Yougoslavie, finalement, est un pays qui a existé par le consensus, par le compromis, par l'alliance. Alors parfois des alliances qui ont parfois un petit peu aussi été en position ascendante sur d'autres communautés. Était un conglomérat finalement de différentes cultures, de différentes communautés. Cette position a été renforcée du fait que la Yougoslavie, après la Seconde Guerre mondiale, est devenue une république communiste, non alignée. Non alignée, ça veut dire qu'elle n'était pas totalement assujettie ou esclave de l'Union soviétique. Mais elle avait quand même des liens que, si jamais il y avait quelques problèmes, l'URSS était quand même présente et pouvait répondre présente en cas de problème. Mais néanmoins, la Yougoslavie, c'est un pays où les Occidentaux de l'Ouest pouvaient voyager librement. Sauf que, évidemment, en 1991, 31 décembre, chute de l'Union soviétique, et très rapidement, comme d'autres pays, la Yougoslavie a pu accéder à son indépendance. Sauf que passer à une indépendance, ça veut dire qu'il faut donc repenser, reconstruire toute la Constitution, la République fédérale. Je rappelle, hein. Sauf que ça n'a pas tenu très longtemps. Ça n'a pas tenu très longtemps, tout simplement parce que très rapidement, des divergences, des oppositions de conflits d'intérêts, mais aussi de conflits séculaires, historiques, ont fait que très rapidement, les Serbes, les Croates, les Slovaques ont finalement décidé de déclarer leur propre indépendance. Et donc, la Yougoslavie a commencé à se disloquer, et par la suite, les conflits se sont envenimés, et ça a donné la guerre en Yougoslavie. Et la Yougoslavie, c'est-à-dire la République fédérale de Yougoslavie, finalement, a disparu. Puisque au fil des événements, chaque nation a tout simplement déclaré son indépendance. Et pour vous dire, c'est que les derniers pays fédérés au sein de la République fédérale de Yougoslavie ont finalement, en 2006, je crois que c'est la Moldavie, je ne sais plus quel pays, a finalement déclaré son indépendance après un référendum. Donc, officiellement, la République fédérale de Yougoslavie a disparu en 2006. Donc vous voyez, un pays qui, il y a 40 ans, on se disait, non, la Yougoslavie, elle existe, elle a des frontières, elle a une constitution, c'est un État fédéral, pourquoi est-ce qu'il disparaîtrait ? Même si, connaissant la culture de ces différentes communautés, il est évident que ce pays n'allait pas tenir très longtemps dans un fonctionnement démocratique. Et que si la Yougoslavie a toujours existé, elle a toujours existé parce que, justement, c'était géré par une main de fer, par une politique, par un régime, à l'image un peu de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui de ce qu'était une république communiste. Il y a aussi un autre pays européen qui existait, que nous avons connu, et qui lui aussi, dans les conséquences de l'histoire, dans les conséquences de la chute de l'Union soviétique, de l'hégémonie, de l'influence de ce que fut l'Union soviétique, c'est la Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie, oui, c'était aussi un pays avec des frontières, une constitution, un régime, etc. Souverain. Sauf que ce régime souverain, lui aussi, était plus ou moins sous le chapeau de Moscou. Et le jour où Moscou, le pouvoir de Moscou, le pouvoir soviétique, s'est effondré et a disparu. Alors, en Tchécoslovaquie, ça s'est passé un peu mieux qu'en Yougoslavie, c'est qu'on a trouvé le juste compromis par un référendum, je crois, que finalement la Slovaquie et la Tchéquie, allaient devenir indépendantes l'une de l'autre. C'est bien qu'aujourd'hui, nous avons la République tchèque et nous avons la Slovaquie. Slovaquie,
qu'est-ce qu'on pourrait donner comme autre exemple? Si ce n'est finalement qu'il y a des indépendances qui se sont très rapidement développées dans ce que l'on appelait à l'époque le bloc de l'Est. Donc quand on vous dit que un pays souverain avec ses frontières, sa souveraineté territoriale, oui, à partir du moment où à l'intérieur du pays, il y a une cohérence, il y a une solidité, il y a des piliers, il y a des fondamentaux qui ne risquent pas d'ébranler même à l'intérieur le pays. Pourquoi je vous ai tout à l'heure parlé de la France? Comme je vous l'ai dit, la France est un pays où le peuple est unique et indivisible. Ce qui n'est pas le cas de nos voisins belges, par exemple. Les Belges ont un régime qui reconnaît deux communautés bien distinctes, même si à la limite il y en a 4, mais il y en a 2 principales, qui sont les Wallons et les Flamands. Pourquoi les Flamands? Tout simplement parce que, il y a plusieurs siècles, existait un royaume qui était la Flandre. La Flandre dont on peut dire qu'aujourd'hui, l'héritage de la Flandre, c'est les Pays-Bas. Mais la Flandre avant, c'était une partie de la Belgique et une partie du nord de la France. Mais oui, le nord de la France n'était pas française à l'origine. Le nord de la France faisait partie de la Flandre. Jusqu'au jour où Louis XIV a décidé tout simplement de conquérir ces territoires et de les annexer à la France. Et ce territoire aujourd'hui, qui le revendique? Qui revendique aujourd'hui le nord de la France comme faisant partie de la Flandre? À part évidemment une transmission culturelle, une transmission historique, aujourd'hui plus personne ne revendique la Flandre, que le nord de la France, doit revenir aux origines de son territoire de la Flandre. Et allez interroger les Français du Nord, allez leur poser la question, est-ce que vous voulez quitter la France et redevenir un territoire de Flandre? Ils vont vous dire non. À l'inverse, si nous faisons un référendum sur les Français basques, et leur dire, voilà, on fait un référendum pour votre indépendance, est-ce qu'ils diraient oui ou non? La Corse, pour les Basques, c'est un peu compliqué parce qu'il faudrait aussi que le côté espagnol fasse de même. Mais les Corses, par exemple. Ah oui, les Corses aujourd'hui, je dirais qu'à la limite, les Corses sont le dernier bastion où il existe encore un sentiment ou des idéologies indépendantistes. Sauf que le problème, c'est qu'évidemment, si l'on donne la possibilité aux Corses d'être indépendants, comment ils vont faire pour se démerder tout seuls? Quand je dis tout seul, comment ils vont faire pour se démerder sur le plan économique, énergétique? Comment ils vont faire le jour où, parce qu'ils ont déclaré leur indépendance, comment ils vont faire pour avoir toutes les subventions, tout le régime social français? Je pense que fiscalement, l'île va avoir de très sérieux problèmes. Les Bretons, oui, dans les années 70, il y avait encore des mouvances indépendantistes bretonnes. Bon, elles doivent encore exister dans l'esprit d'un certain nombre de Bretons. Mais là encore, vouloir son indépendance par rapport à la France, par rapport à la République, c'est donc accepter de renoncer à tous les avantages fiscaux, les avantages de subvention, les avantages du régime social. Ça, c'est pareil, c'est des choses que les gens ne réfléchissent pas. Et on peut remonter encore plus loin dans le temps. Si on remonte dans le temps, on ira très rapidement au 19e, même début 20e. Début 20e, vous aviez ce qu'on appelait l'Empire austro-hongrois, qui a disparu. Vous avez, par exemple, le Moyen-Orient, tous ces pays que vous connaissez aujourd'hui sous le nom d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, du Qatar, du Koweït, du Liban, Israël.
Ces pays-là n'existaient pas encore au début du siècle, au début du XXe siècle. Ces pays sont nés de circonstances, de situations. Tout comme d'autres pays qui existaient, eh bien, ont fini par disparaître. Alors disparaître pour plusieurs raisons, soit parce que c'est des pays qui ont été envahis, qui ont été annexés, et qui aujourd'hui, il y a peu de chances qu'ils retrouvent, ou qu'ils recouvrent une existence quelconque, puisque avec le temps, avec les siècles, les populations, même si les cultures sont plus ou moins préservées, mais les populations se sont métissées, se sont mélangées, donc vouloir revendiquer, c'est compliqué. Sur cet exemple, je pourrais donner le Tibet, par exemple. Le Tibet qui a été une entité, qui était un... Alors je ne me souviens plus exactement le titre même du régime qui était au Tibet, mais c'était un régime féodal régi par les religieux, par les bouddhistes. Donc d'ailleurs, aujourd'hui, il existe toujours une polémique sur le fait qu'on demande le Free Tibet, mais Free Tibet pour faire quoi? Une démocratie? Qui? Sous quel régime? Le Tibet existait par la présence d'un régime clérical, d'un régime bouddhiste, féodal. Et ça, pareil, il y a beaucoup de gens qui... Donc tout ça pour tout simplement essayer d'éveiller à l'esprit que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez des pays qui existent et qu'il faut absolument tout faire pour préserver leur souveraineté. Je prendrai l'exemple des États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays sous un régime fédéral, composé de 50 États. 50 États qui ont tous signé ce que l'on appelle l'Union. D'ordinaire, on dit que tout pays ou toute nation qui a signé dans l'Union ne peut pas en sortir. Mais on a quand même eu un exemple dans l'histoire où à un moment donné, il y a eu un différend, un conflit d'intérêts qui s'est terminé en guerre civile. Ce que l'on appelle plus communément la guerre de sécession. Alors je ne vais pas revenir sur les raisons, etc. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Mais aujourd'hui, cette guerre de sécession a été un exemple de la fragilité même de l'Union. Une fragilité qui a toujours existé. Mais parce que voilà, il y a toujours ce sentiment patriotique qui fait que oui, on est fier d'être texan, on est fier d'être californien, on est fier d'être du Massachusetts, ou on est fier d'être de Floride, mais on n'en est pas moins américain. Sauf que cet état d'esprit patriotique, c'est petit à petit a été entamé par la trahison, par le mensonge, par le foutage de gueule des politiciens de l'État fédéral. Un des symptômes, et je le dis toujours, pour moi, c'est un symptôme de cette déliquescence du régime, du système même américain fédéral, c'est Trump. Trump est un symptôme de cette déliquescence, de cette perte de confiance qu'ont les Américains envers l'institution, et non pas envers le pays lui-même. Parce que ce qui est assez amusant, c'est que si demain le Texas, par exemple, décide de faire sécession, le Texas se considérera comme étant l'héritier des valeurs des États-Unis d'Amérique. Que tous les autres, en réalité, sont des traîtres. Plus particulièrement Washington. Ce qui est assez amusant, c'est de se rendre compte qu'il y a parfois aussi des informations qui nous amènent à comprendre qu'il y a beaucoup plus d'affinité, d'affiliation, de partage culturel de la part d'un peu plus de la moitié des États des États-Unis avec la pensée qu'il y a de façon dominante au Texas que vis-à-vis des États plus réputés être des États progressistes. Et d'ailleurs, regardez une carte des États-Unis sur la possession, soit démocrate ou républicaine, des États. Vous allez vous rendre compte qu'il y a majoritairement plus des États qui sont sous le joug républicain que démocrates.
Après, c'est un problème de proportion, c'est-à-dire de population. C'est-à-dire qu'évidemment, même si les démocrates ne possèdent que l'Oregon, l'État de Washington, la Californie, le New Jersey, qui sont des États parmi les plus peuplés, le fait qu'ils aient ces États les plus peuplés, eh bien, ça fait plus ou moins une balance. D'où les résultats, en règle générale, des élections présidentielles, comme récemment, nous avons eu le midterm. Mais tout à l'heure, je vous parlais de l'épée Damoclès. Les politiciens américains, qu'ils soient de gauche comme de droite, qu'ils soient progressistes comme démocrates, ils le savent. C'est qu'à un moment donné, il y a une limite, une frontière à ne pas dépasser. Parce que s'ils la dépassent, eh bien dans ce cas-là, ça pourrait motiver non seulement une partie du peuple américain, mais surtout des gouverneurs, à finalement lancer un processus de sécession. C'est l'épée Damoclès. Et cette épée Damoclès, elle fonctionne. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, avec l'Ukraine, le président Biden essaie de sauver la politique de soutien du pays libre vis-à-vis de l'agression de la Russie envers l'Ukraine. Et dans cette optique, les médias, les politiciens, tentent d'essayer de cacher sous le tapis la réalité sociale, culturelle, économique, politique de l'Ukraine, pour faire passer l'Ukraine comme étant un pauvre petit pays qui veut accéder à la démocratie, qui veut être un pays libre et ne pas être sous l'influence de son voisin russe. Sauf que les choses, évidemment, sont plus compliquées que ça. Et du fait que c'est plus compliqué, certaines complications du sujet arrivent quand même aux oreilles d'un certain nombre d'Américains. Et ces Américains prennent conscience, plus ou moins, que les discours que tiennent leurs politiques, comme le discours que tient Joe Biden, ne tient pas le coup. Alors ils continuent à tenir ce discours parce qu'ils savent qu'il y a toujours des Américains incultes, fragiles, hypersensibilisés, qui vont tomber dans le panneau. Mais le problème, c'est que si à bout d'un moment, une grande majorité d'Américains, dans certains États, commencent à montrer le signe que l'État fédéral, il commence à en avoir un petit peu ras le cul, eh bien ça pourrait motiver certains gouverneurs à commencer à préparer le terrain. Et le Texas est l'un des rares États aujourd'hui, les États-Unis, qui a commencé à préparer le terrain. Je rappelle, le Texas est l'un des rares États qui a commencé, il y a quelques années, à se constituer une réserve d'or. Je rappelle que normalement, les 50 États des États-Unis d'Amérique dépendent de la réserve d'or des États-Unis d'Amérique. Alors pourquoi l'État du Texas voudrait-il se constituer une réserve d'or? Je rappelle que le Texas et un certain nombre d'autres, je crois qu'il y a le Dakota, le Minnesota, et il y en a 4 ou 5, qui ont fait passer des décrets pour accepter le Bitcoin comme monnaie officielle. C'est-à-dire le Bitcoin peut être utilisé dans ces États en remplacement du paiement en dollars. Alors, évidemment, certains diront, oui, mais enfin, c'est des actes très marginaux. Oui, mais c'est des actes qui ont quand même une source, une motivation. Une motivation sur le fait que si on continue à laisser Washington, si on continue à laisser l'État fédéral entre des mains de gens qui en réalité se foutent de la gueule du monde, et preuve en est, c'est que la guerre en Irak, l'Afghanistan, ont été des guerres ou des conflits récents dans lesquels les États-Unis étaient impliqués, qui sont des échecs monumentaux. Ces mêmes échecs qui aujourd'hui ne permettent pas à Biden, ni aux démocrates, ni aux républicains d'envisager d'envoyer des Américains en Ukraine. S'ils font ça, c'est fini. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'Américains qui ont perdu un être cher, qui ont vu des enfants, des filles, des fils, des oncles, des pères, des tantes, revenir de ces conflits, pas totalement en entier. Et quand je dis en entier, c'est aussi bien psychologiquement que physiquement. Donc ça a un impact dans l'humeur
dans la considération, dans l'opinion des Américains. Donc si jamais Biden demain décide d'envoyer des Américains guerroyer, faire croisade contre la Russie en Ukraine, pas sûr que ça fonctionne. C'est-à-dire que là, très clairement, les démocrates signent leur arrêt de mort pour 2024. Donc vous voyez, même aux États-Unis, même s'il y a une consolidation de l'Union, tant dans les textes que dans les politiques, on n'en laisse pas moins s'entrouvrir la possibilité que demain des États puissent faire sécession. Et qui plus est peut-être faire disparaître les États-Unis d'Amérique. Donc en Europe, c'est pareil. Regardez aujourd'hui l'Écosse. L'idée d'un projet de nouveau référendum pour l'indépendance est en train d'être mise en place pour être organisé pour octobre 2023. Rebelote, on va appeler les Écossais à voter pour savoir s'ils veulent leur indépendance, c'est-à-dire donc sortir du Royaume-Uni. L'enjeu est évidemment que la dernière fois qu'il y a eu un référendum d'indépendance, la Grande-Bretagne était toujours dans l'Union européenne. Et les résultats étaient non. Sauf que là, les donnes sont différentes, puisque la Grande-Bretagne n'est plus dans l'Union européenne. Donc du coup, la conséquence, c'est que l'Écosse, dont une partie de l'économie dépendait énormément de subventions européennes, évidemment, les subventions ont du jour au lendemain disparu. Donc évidemment, économiquement, vous avez des conséquences en Écosse. Et donc évidemment, on se saisit de l'occasion pour refaire un référendum pour demander l'indépendance de l'Écosse. Si jamais ce référendum est positif, évidemment, très clairement, l'Union européenne soutiendra l'Écosse pour que l'Écosse puisse réintégrer l'Union européenne. Par contre, pas sûr que la couronne d'Angleterre soit d'accord. Ou sinon, qu'il y ait une prise ou une sorte de coup d'État dans les institutions britanniques pour demander à ce que la Grande-Bretagne réintègre l'Union européenne. Dans ce cas-là, vous pouvez être sûr et certain que le référendum écossais, ça sera l'histoire ancienne. On se souvient de l'affaire de la Catalogne. Parce qu'inversement, si jamais l'Écosse vote son indépendance, là dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, l'Union européenne va soutenir l'Écosse. Parce que justement, elle va faire en sorte que l'Écosse revienne dans l'Union européenne. Mais regardez ce qui s'était passé avec la Catalogne. Lorsque la Catalogne a fait son référendum pour l'indépendance et que le référendum était positif, l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle a fait, la Commission européenne? Elle a dit, nous ne faisons pas de l'ingérence. Nous, ce que nous demandons, c'est que si jamais, en effet, la Catalogne, vous obtenez votre indépendance, bien évidemment, vous restez membre de l'Union européenne. Nous ferons en sorte d'adapter la Constitution, d'adapter votre participation, votre adhésion à l'Union européenne, puisque vous l'y êtes déjà par l'intermédiaire de votre appartenance à l'Espagne. Sauf qu'évidemment, les indépendantistes ont dit non, c'est justement, si on veut notre indépendance, c'est aussi pour sortir de votre merde. Eh bien, ni une ni deux, il n'a pas fallu 30 secondes pour que Bruxelles téléphone à Madrid en disant bon, écoutez, l'indépendance de la Catalogne, vous faites le nécessaire, hein, mais on ne veut plus en entendre parler. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, tout ça pour vous dire qu'une nation n'est jamais éternelle. Qu'une nation, elle dépend toujours de l'évolution de la géopolitique. Qu'elle dépend toujours des balances, des pouvoirs, des contre-pouvoirs, des influences. Qu'à un moment donné, au sein même d'une nation, et c'est pour ça que je vous parle toujours de la France, parce que la France a ce statut très particulier d'être un pays unifié en tout et pour tout. Contrairement à nos voisins belges, contrairement à l'Italie, où l'Italie, il y a très clairement des politiques différentes entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud. Contrairement à l'Espagne qui possède plusieurs régions, je ne sais plus comment on appelle ça,
puisque l'Andalousie, la Galicie, la Catalogne, etc., ont leur propre structure administrative, hein, dans un système fédéral. L'Allemagne aussi. L'Allemagne possède également ce principe dans un régime de Landers. La Grande-Bretagne. Grande-Bretagne qui possède, comme son nom l'indique, qui est un ensemble de plusieurs royaumes. Et chaque royaume a plus ou moins ses instances, même si, encore une fois de plus, au fil des siècles, Londres a pris véritablement une position hégémonique sur l'ensemble de ses parts qui constituent le Royaume-Uni. Et je vous ai parlé tout à l'heure du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, c'est pareil. Le Moyen-Orient s'est construit par des frontières et des pays qui ont été créés plus ou moins par les Occidentaux. Je rappelle que l'Arabie Saoudite, à l'origine, c'était une famille de voleurs de moutons ou de chèvres, je ne sais plus. C'est un clan. Mais parce que c'était un clan relativement puissant dans les guerres de clans, dans les Britanniques, par l'intermédiaire d'un certain Lawrence, ont plus ou moins donné un petit peu carte blanche à cette famille pour finalement constituer un royaume. Donc vous voyez, encore une fois, les enjeux dépendent toujours de la géopolitique, des influences de tierces, dans des contextes particuliers. Les contextes particuliers, c'était au 19e et début du 20e siècle, évidemment, les pays colonisateurs, fortement influencés, influençables, influenceurs. Pareil pour l'Asie. Certains pays d'Asie, aujourd'hui, existent parce qu'à un moment donné, on a trouvé des consensus et puis on a dessiné des frontières. L'Indochine n'existe plus. Aujourd'hui, l'Indochine, c'est le Vietnam, c'est le Cambodge, c'est le Laos. Regardez l'Empire Khmer. L'Empire Khmer s'est complètement fractionné en différents pays. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui on est convaincu que d'avoir tracé des frontières et dit voilà, ça c'est un pays souverain, territoire souverain, etc. Oui, mais le problème c'est que si dans ce pays, vous n'avez pas comme en France réussi, parfois au forceps, je dis bien au forceps, à unifier le pays et à dire à tout son peuple maintenant, en effet, il y a des régionalismes, il y a des cultures régionales, il y a des langues, il y a des patois régionaux, etc. Mais cela ne peut rentrer en ligne de compte sur votre statut au sein du pays d'être un citoyen français. C'est que le citoyen breton, ardéchois, picard, alsacien, lorrain, provençal, basque, corse, réunionnais, martiniquais, même si les dom-toms, du fait de leur éloignement, ont aussi parfois des statuts un petit peu différents, puisque on a déjà le statut de territoire et département, outre-mer, mais vous êtes tous des Français. Il n'y a pas de différenciation. Votre langue officielle, c'est le français. C'est pas une autre langue. Contrairement aux États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, l'anglais est la langue usuelle, mais il n'y a pas de langue officielle. La preuve en est, c'est que vous avez aujourd'hui quasiment dans tous les États des documents officiels qui sont disponibles en anglais et en espagnol. Tout comme nos voisins belges. Il n'y a pas de langue officielle. Il y a deux langues reconnues officiellement, qui est le français et le flamand. Regardez la Suisse, pareil. Francophone, germanophone, italianophone, le roman, je ne sais plus exactement. Donc évidemment, tout ça pour vous dire que les choses sont compliquées. Les choses sont toujours compliquées de par les influences, les interventionnismes, les situations, la géopolitique, les conflits interethniques, interreligieux, etc. qui fait que, à un moment donné, ça redessine forcément les contours de ce que l'on croyait être une nation, mais qui en réalité finit par soit exploser, ou d'autres nations naître de par des circonstances. Alors pourquoi est-ce que ça n'arriverait pas
à l'Ukraine. Pourquoi est-ce que finalement, le fait d'une dissension, le fait d'alimenter le sentiment de haine envers les Russes, et donc par conséquent les Ukrainiens russophones, des Ukrainiens qui sont Ukrainiens parce qu'ils sont nés en Ukraine, mais qui sont de culture russe, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que la volonté de vouloir reconquérir toute l'Ukraine, de repousser le russe de toutes ses conquêtes, qu'est-ce qui va se passer pour les Ukrainiens russophones? La déportation ou le génocide? Parce que ça, évidemment, c'est un sujet sur lequel certains préfèrent se taire. Il faut se focaliser sur la souffrance des Ukrainiens face aux agressions russes. Ce qui est dommage, c'est que tous ces médias qui sont en train de faire ça aujourd'hui ne l'ont pas fait pour les russophones ukrainiens du Donbass, qui, à partir de 2014, se sont pris eux aussi des bombardements sur le coin de la tronche. Voilà en gros ce que je voulais essayer de vous faire comprendre sur le fait que ce n'est pas parce que vous avez une entité existante, souveraine, qu'elle est forcément éternelle. Que tôt ou tard, des situations, des contextes feront que ce qui a existé n'existera plus en l'état. Sur ce, je vous laisse méditer sur la question et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.